pense que vous faites référence au passage dans le troisième manuscrit qui commence à travers le sous-titre « Critique de la dialectique de Hegel et de sa philosophie en général ». Oui, c'est ça. Voilà. Ça commence par « Voici peut-être le moment et le lieu pour Ouais. expliquer et justifier ». Voilà, c'est ça. Donc c'est page 157, Flammarion pour les autres. D'accord. Ouais, merci. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'il dit, juste un peu après, il dit la grande action de Feuerbach est d'avoir démontré que la philosophie n'est rien d'autre que la religion transposée dans la pensée. Et ça, enfin, je sais pas à quoi ça correspond en fait la religion transposée dans la pensée. Alors, on peut pas partir de là comme ça tout de suite. Faut restaurer, si vous voulez, la pérégrination qui est celle de Marx dans les manuscrits de 44. Et il faut comprendre que si le troisième manuscrit est le troisième et non pas le second ou le premier, c'est qu'il y a une logique conceptuelle dans le déroulement organique de la pensée radicale. C'est-à-dire que tous les textes de Marx sont des textes décisifs. C'est-à-dire que jamais Marx n'a pris le temps d'écrire un texte qui serait anodin. Tous les textes qu'il a positionnés historiquement sont des textes qui viennent dire à un moment donné qu'il y a un saut qualitatif radical et que c'est par ce saut qualitatif radical qu'on avance. Alors, on a eu les manuscrits de 43, on a eu la Sainte Famille, on a eu la question juive, on a eu la critique du droit hegelien. Les manuscrits de 44, c'est le grand moment de la synthèse radicale où Marx positionne les premiers jalons d'une critique radicale de l'économie politique. C'est-à-dire que il y a nous savons tous que le communisme n'est pas une pensée, une découverte ou une invention, c'est le mouvement réel. Le communisme, c'est le mouvement réel de l'histoire réelle qui, depuis le néolithique, qui a cassé les communautés de l'être et qui leur a substitué les sociétés de l'avoir, la valeur d'échange n'a pas cessé de se développer jusqu'à ce qui va devenir le temps contemporain du capitalisme achevé, c'est-à-dire la domination réelle de la valeur totalement réalisée. Les manuscrits de 44, c'est au moment des grandes fractures qui ont suivi la révolution capitaliste de 1789, un regard de synthèse par rapport à tout ce qui produit la modernité de l'histoire entre la prise de la Bastille, le pouvoir de Napoléon et ce qui va produire ensuite la Restauration. C'est-à-dire ces 30 années incroyables où l'Europe est à feu et à sang, où elle positionne toutes les conditions du devenir historique qui conduit à aujourd'hui. Donc, Marx fait une critique radicale du mouvement réel à travers 3 mouvements réels. Il y a le mouvement réel de l'économie anglaise, il y a le mouvement réel de la philosophie allemande, et il y a le mouvement réel du socialisme français. En Angleterre, à travers Smith et Ricardo, s'est constituée l'économie politique moderne qui a compris que la valeur de la marchandise était substantiellement incarnée dans le travail. Marx va renverser l'économie politique anglaise en montrant que la valeur de la marchandise n'est pas incarnée substantiellement dans le travail, mais dans l'exploitation qui est la substance de l'apparaître de la production du travail. Donc, il renverse l'économie politique anglaise en montrant à partir de Smith et Ricardo qu'il faut retourner la pensée statique d'une économie qui légitime l'économie politique pour aller au cœur de la valeur travail qui est l'exploitation. Donc Marx renverse l'économie politique anglaise. Dans le même temps, on a la philosophie allemande. Et la philosophie allemande, dans son point supérieur, c'est effectivement Hegel, qui, dans la compréhension radicale de la rationalité du mouvement historique, de la rationalité historique des forces productives, a été le plus loin, mais a échoué dans la forme terminale qu'il voulait donner à cette dialectique, qui serait l'état rationnel. Marx dit « je reprends la méthode, mais je renverse les présupposés statiques d'une arrivée idéologique qui tue elle-même sa propre méthode ». Et
le troisième volet, c'est le mouvement réel du socialisme français qui, à travers toute une série d'écoles doctrinaires, a voulu quelque part réajuster la misère du monde. Et Marx dit, le prolétariat n'est pas que misère, le prolétariat est puissance de l'abolition de la misère. Donc, on est au moment où sont produits les manuscrits de 44, à cette phase décisive, où Marx recueille toutes les radicalités analytiques de son temps, économie anglaise, socialisme français, dans ses diverses phases, blanquiste, proudhoniste, considérant, Cabet, Saint-Simon, et philosophie allemande. Et Marx renverse ce triptyque en montrant qu'il ne s'agit pas de le poursuivre pour aller plus loin, mais qu'il s'agit de le renverser radicalement en comprenant, et là on est déjà dans les préambules du fétichisme de la marchandise, que c'est une critique inverse, que c'est non pas une critique radicale de l'aliénation, mais que c'est encore une aliénation critique. Donc le premier manuscrit des manuscrits de 44, le deuxième manuscrit des manuscrits de 44, c'est cette critique radicale à travers les catégories de la pensée socialiste française et de la pensée économique anglaise, travail, rente foncière, salariat, appropriation, et le clou du clou, en phase finale, dans la troisième partie du troisième manuscrit, c'est précisément Hegel, c'est-à-dire que je suis effectivement le produit de Hegel, parce que Hegel a été le plus loin dans la dialectique historique de la compréhension de l'aliénation, mais il est resté dans l'aliénation. Et la théorie de l'État qui, chez Hegel, aboutit à l'État rationnel, qui est radicalement décortiquée et dénoncée dans la critique de la philosophie du droit hegelien, elle revient dans ce troisième manuscrit, puisque finalement, le côté le plus positif, le plus absolu de la dialectique hegelienne, c'est qu'elle va plus loin que Hegel. Et donc, dans ce troisième manuscrit, Marx nous dit, quelque part, il faut jeter Hegel, mais il ne faut surtout pas jeter la dialectique de Hegel. Parce que finalement, à un moment donné, il y a eu une contradiction radicale entre le système hegelien et la dialectique de Hegel. Et le système hegelien, c'est un échec de la dialectique de Hegel, non pas simplement parce que Hegel aurait eu des neurones insuffisants, mais parce que le temps historique des maturations nécessaires n'était pas le temps de la maturation historique qui produit la maturation dialectique. C'est-à-dire que pour que la philosophie soit abolie, il faut que le prolétariat puisse produire les conditions de son abolition. C'est pour ça que Marx dit que la révolution communiste est le moment où la philosophie est abolie par l'auto-abolition du prolétariat et que l'auto-abolition du prolétariat est produite par l'auto-abolition de la philosophie. Or, on ne pouvait avoir cette substance radicale du réel de la réalité que quand le prolétariat avait manifesté sa puissance historique de prolétariat moderne, autrement dit, quand il n'était plus le prolétariat issu des couches plébéiennes, artisanales, agricoles, archaïques des anciens temps, il fallait donc les grandes révolutions des années 1840 qui vont conduire jusqu'à 1871. Marx peut écrire ça en dépassement de la phénoménologie de l'esprit et de la science de la logique, enfermé dans une contexture historique où je suis en phase d'un prolétariat immature. Il fallait que la révolution des années 1840 produise le prolétariat moderne pour que Marx puisse abolir d'une manière radicale le système hegelien qui permet alors de préserver la dialectique hegelienne. Et donc la phrase de Feuerbach est le seul qui ait eu une attitude sérieuse, critique envers la dialectique hegelienne et qui ait fait de véritables découvertes dans ce domaine. Il est en somme le vrai vainqueur de l'ancienne philosophie, la grandeur de ce qu'il a accompli et la simplicité discrète avec laquelle Feuerbach, la livre au monde, font un contraste surprenant avec l'attitude inverse des autres. Il faut vous rappeler qu'à l'époque, Marx et Engels se retrouvaient dans les cafés berlinois, dans toute une série de groupes et de cénacles qu'on appelait à l'époque les Die Jungen, les jeunes. C'est-à-dire que la grosse problématique qui se posait à l'époque, c'était bien évidemment la faillite du système hegelien. Pourquoi ? Toute une jeunesse allemande radicale avait vécu le surgissement de la pensée hegelienne comme un terrassement absolu de la pensée réactionnaire kantiste qui était justement
la stricte correspondance avec le triomphe de la marchandise en mouvement. Et il y avait donc des sections, des sous-sections, des chapelles, des sous-chapelles. On a Bruno Boer, on a Ludwig Feuerbach, on a Max Stirner. Je renvoie là vos auditeurs pour comprendre ce qu'on a dans ce texte de 1844 au texte de 1846 qui s'appelle l'idéologie allemande. L'idéologie allemande, elle poursuit ce manuscrit de 44, mais en allant beaucoup plus loin, parce qu'elle pose entre autres le problème de la droite hegelienne, de la gauche hegelienne, des jeunes hegeliens de gauche, des jeunes hegeliens de droite. Donc il faut comprendre que dans ces années 1840, on est face à une gigantesque maturation de questionnement et d'inquiétude. Comment se fait-il que cette gigantesque symphonie explosive de radicalité subversive qui s'appelle l'hegelianisme est aboutie in fine à la justification de l'État prussien? Il y a un hiatus. Donc, à partir de là, vont se dégager des courants de gauche hegelienne, de droite hegelienne, et tout le débat va porter sur le hiatus entre la méthode et le système de légitimation auquel aboutit les hegeliens conservateurs. Vous avez en Allemagne, dans ces années-là, des hegeliens conservateurs qui vont avoir une lecture réactionnaire de la phénoménologie de l'esprit, de la philosophie du droit et de la science de la logique, et qui vont justifier l'État prussien et l'unification allemande du point de vue aliénatoire de la politique et de l'économie. Et dans le même temps, vous allez avoir des fractions hegeliennes radicales qui vont contester cette optique-là en montrant que c'est complètement contradictoire à la méthode. Et la grande action de Feuerbach, c'est pour ça que Marx dit la grande action de Feuerbach, c'est d'avoir montré que justement la religion n'est pas une sphère autonome qui circule comme ça à travers l'histoire, mais que la religion est une création de l'homme. La religion est une création de l'homme, ce n'est pas Dieu qui crée l'homme, c'est l'homme qui crée Dieu. Et dans le cheminement de la critique hegelienne et dans le cheminement de la récusation de l'aliénation, on a quelque chose d'essentiel qui nous renvoie au texte hegelien radical contre les positions politiques hegeliennes conservatrices. Si je lis par exemple La vie de Jésus ou Le destin du christianisme, quelque part, Hegel oppose bien là Dieu et le divin. Quand Marx parle de ce texte et qu'il pose la religion, il ne dit pas la philosophie n'est rien d'autre que le divin mis sous forme d'idées et développé par la pensée. Il dit la religion. Il faut que les auditeurs comprennent bien qu'il y a une opposition radicale entre le divin et la religion. Oui. Il y a une opposition radicale entre le sacral et le sacré. Dans les communautés archaïques primordiales qui, pendant des siècles, ont rythmé le temps paléolithique de la non-division. Je n'ai pas de chefferie, je n'ai pas d'État, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de domestication, je n'ai pas de prêtrise et je n'ai pas de religion. Par contre, j'ai le divin. Le divin, ce fameux div, c'est-à-dire cette lumière infinie du monde, pour en revenir à la genèse indo-européenne du substrat linguistique, le div, c'est l'infini mouvement des lumières du monde. C'est ce qu'on retrouve chez Héraclite, c'est ce qu'on retrouve chez Parménide, c'est ce qu'on retrouve évidemment dans toute la philosophie grecque archaïque. Le divin, c'est l'automouvement du monde. C'est ce que Hegel va développer dans les textes où il pose la radicale opposition entre le substrat vétérotestamentaire et l'annonce évangélique du Christ radical. Autrement dit, l'humanité a vécu pendant tout un temps de sacralité dans une communauté primordiale où il n'y avait pas de division. Cette sacralité, elle n'est pas créée par les hommes. Elle est immanente à l'automouvement du devenir cosmique, de la réalité éternelle, de toutes les phoussis, de toutes les catégories posées par la philosophie présocratique, à savoir le feu, l'eau, l'air, l'humide, le sec, toutes les catégories multiples qui constituent le substrat cosmique et qui font que l'infinité du monde existe. Donc, quand je suis à Lascaux
ou quand je suis à la grotte Cosquer et que j'ai sur des parois rupestres des symboles qui disent le feu éternel du vivant, je ne suis pas là face à un acte religieux avec des hommes qui font référence à une religiosité qui renverrait à autre chose qu'à l'automouvement du monde. La religion, comme un rapport aliénatoire, elle naît en phase néolithique, quand la communauté primordiale est divisée, et que, au lieu d'avoir une totalité sacrale de l'indivision, le fameux sker qui donne l'intouchable, la monnayable, le fond de la sacralité, c'est qu'elle est intouchable dans le monnayable. Je ne peux pas échanger, je ne peux pas contractualiser, je ne peux pas monnayer, je ne peux pas investir dans le sacral, parce que le sacral est l'intouchable forme divin en tant que dive, c'est-à-dire en tant que forme infinie du rapport de création du monde à la substance d'infinité de son éternité. À partir du moment où la communauté primordiale produit la césure, le clivage, la séparation, et que, alors là je renvoie vos auditeurs à un texte de Engels qui sera plus tardive, mais qui est en correspondance dialectique, c'est l'origine de la famille, de l'État et de la propriété. Avant que ne naissent l'État, la famille et la propriété en tant que substrat aliénatoire, j'ai des communautés primordiales où rien n'est divisé, où tout est dans le souffle du cosmos. À partir du moment où je passe dans les sociétés de l'avoir qui résultent de la révolution néolithique, j'ai le divisé, j'ai le travail, j'ai la valeur d'échange, j'ai le pouvoir. Et comme le sacral n'existe plus, j'ai le profane et le sacré. Mais le profane, dans sa marche en avant, a besoin d'une codification, de justification et de légitimation. C'est la religion. La religion récupère le sacral dévasté et elle crée le sacré. Mais la religion, elle est produite dans un système aliénatoire de reproduction, de domestication, d'aliénation et de coercition. Le divin est ce qui a créé l'homme, puisque le div, c'est le mouvement de l'auto-génération, c'est la physis d'Empédocle, d'Héraclite et de Parménide, c'est bien elle qui a créé l'homme. À un moment, dans l'auto-devenir des espèces, dans la réalité biologico-historique, des transmutations énergétiques qui font le monde, à un moment donné particulier, les primates supérieurs ont produit un saut qualitatif dans la savane à travers des modes alimentaires, des modes de constitution et d'agroupement qui ont créé l'homme. Donc l'homme n'est rien d'autre que l'automouvement de l'histoire du monde. Hegel dit l'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. À un moment donné, la nature n'a pas simplement reproduit du végétal ou de l'animal, par un saut qualitatif spécifique, elle a produit l'humain en tant que dépositaire de la conscience historique de la nature. Donc l'homme est l'expression la plus poussée de cet autodéveloppement par lequel l'histoire, qui est la conscience de la nature, produit la conscience de la conscience historique de la conscience de l'histoire. Donc tout ça est bien le produit d'une histoire radicale, c'est le div en mouvement. Les religions, c'est autre chose. Les religions viennent opérer des constructions de justification à partir de la révolution néolithique autour des stocks à échanger et des échanges à stocker, avec les premières structures administratives. On voit à Ninive, à Assur, à Babylone, dans tout le croissant fertile, émerger des puissances agrariennes qui vont devoir légitimer le pouvoir mastodontique, non seulement des temples, mais des prêtrises et des pouvoirs qui s'y constituent. Et là, j'ai la religion. La religion, c'est le religiosus, c'est le relié. Mais je n'ai pas de relié là où il n'y a pas eu le délié. L'unité première n'a pas besoin de religion, elle n'a pas besoin d'être reliée. Elle est l'immanence du div. Donc, elle est elle-même le mouvement organique de la reproduction historique du cosmos en lui-même. Il n'y a pas besoin de religion dans les communautés primitives, puisque les communautés primitives sont en liaison directe d'elles-mêmes au souffle du monde. C'est la césure néolithique qui, en produisant les divisions et les aliénations, ouvre un chemin de béance. Le lien immanent a été rompu. Il faut donc le reconstruire.
mais on ne peut plus le reconstruire dans l'immanence, puisque la construction primordiale de la communauté organique est morte. On va donc produire un acte de fabrication qui s'appelle la religion, qui est une coordination technique de légitimation du pouvoir de ceux qui détiennent la circulation des stocks agraires dans la rentabilisation nécessaire du pouvoir de l'économie et de l'économie du pouvoir. Donc là, j'ai quelque chose d'essentiel, et c'est pour ça que la phrase de Marx, c'est la grande action de Feuerbach, c'est que Feuerbach positionne dans toute son œuvre, et en particulier dans l'origine du christianisme, l'idée que pour les religions, c'est l'homme qui crée la religion. Ce n'est pas la religion qui crée l'homme. Et j'ai donc là un renversement dialectique qui est décisif, parce qu'il me prouve, pointe à l'appui sur le devenir des manifestations sociales et historiques, que c'est l'existence de l'homme aliéné qui rend nécessaire la religion. L'existence de l'homme générique, de la communauté organique, à Lascaux, est profondément sacrale, mais il n'y a pas de religion, parce qu'il n'y a pas de divinité supérieure. Tout est là, en nous, dans l'automouvement. Et c'est pour ça que Hegel a cette parole essentielle, le divin dans la communauté organique, il est l'automouvement du monde. À partir du moment où se créent les grands empires agrariens, le divin qui a été écrasé par la révolution néolithique se déplace dans une forme aliénatoire qui est créée, qui est reconstruite et qui est donc repositionnée par l'homme, et ça s'appelle la religion. Donc, la religion, c'est l'expression par laquelle l'homme aliéné, dans l'existence de l'aliénation, doit trouver un principe de justification supérieure en créant une verticalité métaphorique qui va venir légitimer le pouvoir des hommes d'en bas qui ont le pouvoir. Donc, la religion est par essence une école de génuflexion qui vient légitimer le pouvoir des puissants sur la Terre quand la Terre a échappé aux communautés primordiales. D'accord. Et ça en revient un petit peu à ce qu'il développe dans l'idéologie allemande, mais il y a une phrase, justement, enfin, il y a tout un paragraphe où il développe ce que c'est que la religion. Et alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve exactement ce qu'il dit. Alors c'est bon, je l'ai. Mais à la fin, il dit la religion n'est que le soleil illusoire qui se meut autour de l'homme tant qu'il ne se meut pas autour de lui-même. L'histoire a donc la mission, une fois que la vie future de la vérité s'est évanouie, d'établir la vérité de la vie présente. Et la première tâche de la philosophie, qui est au service de l'histoire, consiste, une fois démasquée, l'image sainte qui représentait la renonciation de l'homme à lui-même, à démasquer cette renonciation sous ses formes profanes. Et c'est cette phrase-là que je ne comprends pas trop. Il dit « La critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, et la critique de la théologie... » Là, vous êtes reparti sur la critique hegelienne de 1944. Pardon ? Là, vous êtes reparti sur le texte antérieur dont je parlais tout à l'heure, qui est la critique de la philosophie hegelienne. Oui. La critique de la philosophie du droit hegelienne. C'est là où il y a la fameuse formule « la religion est l'opium du peuple ». Oui, oui, ouais, c'est ça. Et alors, c'est une formule qui n'a pas du tout été comprise, parce que la religion est l'opium du peuple, il faut comprendre ce qu'est un opiacé. La religion n'est pas un poison qui asservit les populations. La religion est l'opium du peuple. Il faut faire référence à toute la critique que Marx avait fait sur justement la guerre de l'opium, justement à cette époque, entre les Anglais, les Chinois et les Indiens. C'est-à-dire que l'opium est une médication qui vient revitaliser la souffrance des hommes. Et elle vient revitaliser la souffrance des hommes à partir justement de la formulation que vous avez produite tout à l'heure sur le soleil. Le soleil réel, le soleil réel et le soleil factice. Dans la communauté organique, quand les Indiens des plaines, les Sioux ou les Cheyennes, font référence au soleil, ils font référence à un soleil de transparence, qui n'est pas un soleil de médiation.
c'est le soleil qui fait la vie sur la terre. Parce que le soleil fait la vie sur la terre, les troupeaux de bisons sont vie. Et le troupeau de bisons qui est vie, qui fait toute la vie de la communauté cheyenne ou de la communauté sioux existe parce qu'il y a le soleil de l'immanence radicale. Le passage de la communauté organique, du div, de cette relation de spiritualité cosmique à la religion, c'est précisément le moment où il y a des médiateurs du soleil. Qu'est-ce qu'une prêtrise? Qu'est-ce qu'une religion? C'est l'institution d'une médiation entre les hommes et le soleil. Alors, c'est métaphorique ce que je vous dis, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand mes chasseurs-cueilleurs vont peindre une paroi à Lascaux, il n'y a pas de division, il n'y a pas de prêtrise, c'est la communauté de chasseurs-cueilleurs qui dit la joie de l'immanence et qui, sur la paroi rupestre, peint des rhinocéros laineux, des mammouths, des soleils, des mains, des feux, et qui dit la vérité absolue du groupe dans sa relation de communion communiste à la réalité cosmique. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de représentation. Pour reprendre ce que dira Marx dans le fétichisme de la marchandise, et ce que reprendra Debord dans la fameuse thèse 1 sur tout ce qui jadis était vécu directement est devenu représentation, c'est la même chose. Dans la communauté organique non religieuse et cosmique, tout est vécu directement en relation au soleil. Dans la communauté déstructurée qui, par la révolution néolithique, est devenue société de l'avoir, tout ce qui était vécu directement en relation au soleil est passé en relation médiatrice, médiée et indirecte en la représentation du soleil. Donc la religion, et c'est là la critique radicale de Feuerbach, et c'est pour ça que Marx la pointe d'une manière subversive définitive, c'est que la religion est par essence une médiation, comme la politique, comme l'économie. Et tout se tient. Quant au sortir de la révolution néolithique, la communauté est dépossédée d'elle-même et qu'elle ne produit plus pour reproduire la vie du groupe. Il y a une médiation qui, par l'échange, qui par l'argent et qui par l'échange en mouvement, a créé toute une série de dépossessions. La comptabilité, l'écriture, l'art, la religion. Tous ces savoirs aliénés marquent la distance de l'homme à l'homme dans le mouvement de la valeur d'échange qui fait que ce que l'homme produit en tant que c'est sa vie lui échappe. Dans la communauté organique, l'homme produit une vie qui est en la vie. À partir de la révolution des mythes, l'homme produit une vie qui n'est plus en la vie, mais qui est dans le mouvement de l'échappée de la vie. Et donc, puisque la vie est en échappée de la vie, elle doit être cadrée par des médiations de réorganisation. Là où il y a politique, il y a économie. Là où il y a économie, il y a religion. Là où il y a religion, il y a politique. J'ai donc un triptyque de restructuration qui constamment se valide, s'auto-valide, s'auto-propulse, s'auto-déploie. Dans la communauté organique, je n'ai pas de politique parce que je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas d'économie et je n'ai pas de religion. J'ai la communauté radicale de l'être ensemble dans la transparence de l'être ensemble. Dès lors qu'il y a révolution néolithique, j'ai politique, économie, religieux, médiation, séparation, domestication. L'homme n'est plus en face de l'homme, dans le reproduire de l'homme, il est face à des structures de conditionnement et de domestication qui reproduisent la possibilité de la valeur d'échange en mouvement qui se met justement dans ce lent mouvement qui va conduire jusqu'à aujourd'hui. Mais donc, la réflexion de Marx sur l'aliénation, quand il dit la philosophie qui affirme la théologie transcendance et après l'avoir niée, donc l'affirme en opposition avec elle-même, c'est donc pour Feuerbach, la négation de la négation n'est que la contradiction de la philosophie avec elle-même, parce que la religion et la théologie sont liées en tant que, pendant des siècles, la philosophie a été justement une justification théologique de l'économie politique et une justification de l'économie et de la politique de la théologie. Donc tout ça s'implique dans quelque chose qui forme une structure phénoménologique. Je reprends Hegel et je dépasse Hegel, et je dépasse Hegel parce qu'au bout de la dialectique de Hegel qui s'est arrêtée en route,
j'abolis l'État, j'abolis l'économie, j'abolis la politique et j'abolis la religion. La religion qui n'a rien à voir avec le divin, puisque la religion, justement, c'est la décadence du divin. Et pour ce qui est aussi de la religion, il y a un passage très intéressant dans l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel à propos de Luther. Il va parler du protestantisme et ensuite il va dire dans les manuscrits, de 44 derniers manuscrits, que Smith est le Luther de l'économie politique. Il va intérioriser la propriété privée en l'essence humaine, comme Luther a intériorisé la religion en l'essence humaine. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu là, je n'étais pas sur ce texte-là parce que Guillaume m'avait dit uniquement les manuscrits, le troisième manuscrit. Donc, je mémorise à distance le texte dont vous me parlez, mais je ne l'ai pas sous les yeux puisque je suis sur le troisième manuscrit. C'est le troisième manuscrit. Excusez-moi. Non, mais juste dire, tu peux rajouter Francis Lumin, Amine. Ouais, mais non, parce que déjà, ça rame à mort, non. Je peux pas, là. Alors, je ne sais pas qui m'a posé. Alors, apparemment, c'est une femme qui m'a parlé, mais il n'y a pas de femme en écran. Donc, c'est une femme invisible. Et donc, une femme invisible m'a posé une question sur quel texte? Alors, c'était l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, mais justement, il la reprend ici, dans les manuscrits 44. C'est-à-dire qu'il va la reprendre. Alors, votre question, elle porte sur quoi exactement? Sur le fait que Marx dit qu'Adam Smith, c'est en fait le Luther de l'économie politique. Il va protestantiser la propriété privée. Oui. Alors, déjà, si vous voulez, bon, il y a Smith, il y a Ricardo, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas Smith ou Ricardo, c'est le développement des forces productives de la modernité anglaise. Il y a un basculement radical entre ce que l'on a appelé les physiocrates classiques et la pensée de Smith et de Ricardo. On passe d'une rente foncière de style statique et archaïque telle qu'a pu la connaître l'Europe catholique traditionnelle, c'est-à-dire que la France, l'Espagne, l'Italie, au moment où il y a les grandes révolutions modernistes du développement du capital en Europe du Nord, n'en sont pas là. On a donc dans l'Europe, dans sa constitution générale, une armature qui est bien la rente foncière, mais la rente foncière, elle n'est pas homogène dans sa pratique et elle n'est pas homogène dans les théorisations culturelles qui vont effectivement échafauder des systèmes d'ouverture vers une modernité beaucoup plus ouverte. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Smith et ultérieurement Ricardo, c'est la révolution anglaise qui a émergé à partir d'Henri VIII, qui s'est considérablement renforcée à l'époque élisabéthaine. Ah, ça y est, c'est dur, mais j'y suis arrivé, l'accouchement est bon. Et donc, on a une pensée de la rente foncière qui est quelque part protestante, au sens où elle doit casser la rente foncière archaïque classique. La révolution luthérienne en Allemagne, elle vise à émanciper l'homme de la catholicité première, parce que la catholicité première fait barrage au développement d'un capitalisme qui va transformer la rente foncière première en rente foncière seconde et plus élaborée. Donc, Smith et Luther, dans des formes différentes, dans des phases historiques différentes, sur des champs géographiques différents, assument quelque part une même fonction à la fois dans la théologie de l'économie et dans l'économie de la théologie, au sens où ils ouvrent les vieilles fermetures de la rente foncière première. C'est-à-dire que le développement du capital ne peut pas garder les dogmes de la théologie catholique classique et il ne peut pas garder les dogmes de la théologie classique de l'économie politique traditionnelle physiocrate. Donc, de la même manière que l'Église catholique papiste, dans son adoration de la rente foncière première, qui neutralise les mouvements de la valeur d'échange, est un obstacle au développement du capital, il y a chez Smith la compréhension que les formes traditionnelles de rente foncière qui se reproduisent dans une reproduction simple sont un obstacle au développement du capital. Donc, quelque part, Luther
et Smith, de manière différente, dans des optiques différentes, assument le développement de la modernisation nécessaire, tant en termes religieux qu'en termes économiques, pour que la valeur d'échange puisse enfin mettre en mouvement sa libre ascension. Il faut donc la sortir de ce qui la neutralise et qui l'empêche de développer sa modernité. Donc, quelque part, Luther et Smith, dans des formes différentes, sont des laboratoires de recherche pour produire une modernité capitalistique adéquate au temps nouveau. Vous faites référence, substantiellement, c'est un passage qui est invariant et qu'on retrouve dans toute la permanence de l'œuvre de Marx. C'est-à-dire que c'est le problème. Alors, il est posé dans des formes linguistiques différentes, dans des formes conceptuelles différentes, mais c'est toujours le problème de l'auto-invalidation. C'est-à-dire que, inévitablement, derrière la mythologie des stabilités qui organisent la rente foncière, la rente industrielle, la rente commerciale, ce qui est posé, c'est le fait que le capital est producteur de contradictions qui ne peuvent pas être assumées et modifiées simplement dans un acte de gestion. On a au bout de cette compréhension-là le fait que le capital est une activité humaine déshumanisée qui échappe à l'activité humaine et que de manière incoercible à un moment donné, le capital, dans cette échappée dont nous parlions tout à l'heure, échappe totalement à l'homme et qu'il y existe un moment où il est rendu à une situation où il ne peut plus produire autre chose comme situation que la situation de sa propre caducité. Alors, on ne peut pas prendre cette phrase-là si on ne part pas de la précédente. La phrase précédente, elle pose la question de l'histoire universelle et elle pose la question de ce que Marx appelle le naturalisme conséquent. Le naturalisme conséquent, c'est, en référence à la phrase que je posais tout à l'heure, cette reprise de Hegel, l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même. Il y a une dialectique de la nature vers l'histoire et de l'histoire vers la nature, et donc, là, il dit, l'homme est immédiatement être de la nature. Ben oui, l'homme est immédiatement être de la nature, parce que la nature produit l'homme en tant qu'il est un des éléments de conscientisation de la nature. C'est ce qui fait justement la différence en sa qualité d'être vivant, puisqu'il n'est pas un animal, mais qu'il est, dans le cadre de l'évolution, un cheminement des animaux supérieurs qui ont produit la conscience supérieure. L'homme peut essayer d'avoir un dialogue animalier et affectif avec les gorilles, mais les gorilles ne parviendront jamais au développement historique de ce qui a produit la conscience historique humaine. Donc l'homme est immédiatement être de la nature, en qualité d'être naturel et d'être naturel vivant, parce que la nature de l'homme, elle n'est pas inerte. Elle est vivante, elle est dialectique, elle est mobile. Il est d'une part pourvu de force naturelle, de force vitale. Il est un être naturel actif. Et une force vitale, c'est précisément le fait que ça gît et le mouvement de la nature en l'homme, en tant que la nature, au-delà du minéral, du végétal et de l'animal, a produit l'humain comme principe naturel actif d'une conscience historique qui a des capacités, des inclinations et une conscience. D'autre part, en qualité d'être naturel, en chair et en os, sensible, objectif, il est pareil aux animaux et aux plantes, un être passif. Il est donc aussi cet être passif, dépendant et limité. Je ne peux pas m'échapper des lois de la biologie naturelle qui m'ont fait ce que je suis. Les lois biologiques de constitution de l'humain sont la substance de ma substance. Être un humain, c'est se conformer quelque part passivement à l'inclination objective des lois de reproduction de notre substrat naturel humain. C'est là où il y a justement une critique radicale préalable de ce qui deviendra le transhumanisme. C'est-à-dire que les lois naturelles qui nous font structure passive devant la naturalité nous font en même temps structure active de naturalité active. C'est parce que j'accepte mon conditionnement naturel que je peux avoir une intentionnalité historique. Mais l'acte d'intentionnalité humain, c'est pas un acte de caprice, c'est un acte de conformité à la nature. L'être générique de l'homme
est une dépendance à l'ordre naturel, qui n'est pas pour moi un obstacle, mais une puissance. D'autre part, en qualité d'être naturel, en chair et en os, sensible et objectif, il est pareil aux animaux et aux plantes, un être passif, dépendant et limité. C'est-à-dire que les objets de ces désinclinations existent en dehors de lui, en tant qu'objet indépendant. Mon rapport à la nature n'est pas un rapport narcissique où je définis l'espace théâtral de mes perceptions. Les perceptions, dans le champ cosmique, dans le champ naturel, c'est effectivement des objets qui sont indépendants de moi. Et c'est parce qu'il y a des objets qui sont indépendants de moi que dans ma relation positive de naturalité humaine, je vais faire de ces objets des besoins et des désirs, c'est-à-dire que je vais transformer par ma force d'essentialité les forces essentielles de la nature. Mon rapport à la nature est un rapport qui n'est pas inerte, c'est un dialogue énergétique, c'est un dialogue générique. Je suis dans le cadre de la nature dont je ne peux pas sortir, mais le cadre de la nature n'est pas un labyrinthe passif qui m'enferme. C'est au contraire un horizon d'infinité et d'ouverture. La compréhension du déterminisme de la nature, c'est pas la compréhension de ma passivité. C'est au contraire la compréhension de l'auto-activité de mon activité d'être en chair et en os, qui, en tant que naturalité vivante, en tant que naturalité objective, peut transformer le donné initial. Et c'est parce que je peux transformer le donné initial qu'il y a d'ailleurs histoire. Si il y a entre la révolution néolithique et la dictature absolue de la marchandise contemporaine un devenir, des métamorphoses, des contradictions, des tumultes, des tempêtes, des histoires, c'est parce que contrairement aux primates supérieurs qui n'ont pas d'histoire, qui sont aujourd'hui dans la forêt zaïroise de génération en génération de gorilles à manger les mêmes plantes dans le même territoire non transformé, l'homme a la capacité, parce qu'il est la naturalité comprise de la naturalité, d'être l'automouvement d'une manifestation de transformation. Les plantes n'ont pas d'histoire, les minéraux n'ont pas d'histoire. Les espèces animales n'ont pas d'histoire. Elles ont les unes et les autres des mouvements, et en particulier des mouvements qui résultent de l'histoire humaine. C'est précisément parce que le développement de l'histoire humaine, en tant qu'objet réel, sensible, actif et positif, transforme les écosystèmes, que certaines espèces animales ont eu un devenir. Parce que l'homme, par son devenir, a poussé à ce qu'il y ait un devenir de ces espèces. Et sur une île déserte, où les espèces animales seraient confinées à leur circularité étroite et où l'homme n'interviendrait pas, il n'y aurait quasiment pas de modification. L'homme est par essence le sujet de la transformation. Il est le sujet de la modification, il est le sujet de la révolution, et il est le sujet qui fait que de la passivité première, il crée une activité seconde. Donc l'homme est bien dépendant de la nature, mais par l'acte de l'intellection, de la nécessité qui forme la force naturelle, il a la possibilité de modifier les effets de cette force naturelle et de s'objectiver comme une force vivifiante qui transforme le donné naturel. Donc, c'est un être qui n'a pas sa nature en dehors de lui. Sans ça, il ne serait pas naturel. C'est un être qui n'a pas sa nature en dehors de lui, mais qui ne serait pas naturel. Il ne participe pas à l'être de la nature. Il participe à l'être de la nature parce qu'il est précisément, par sa nature, lié à l'être de la nature, et c'est parce qu'il est lié à l'être de la nature, cette compréhension dynamique de l'indispensabilité du rapport actif à la vie, aux plantes, aux minéraux et à l'ensemble des espaces, qu'il est sujet humain. Et il est sujet humain parce qu'il a précisément une manière objective de transformer la forme première, la forme sensible, pour en faire une manifestation historique. Donc, il est immédiatement un être de la nature. C'est parce qu'il est immédiatement un être de la nature qu'il est dépendant de la nature, mais contrairement à toutes les autres formes d'être dépendant de la nature, il est la seule forme d'être dépendant de la nature qui, par son objectivation, produit l'intentionnalité et donc la transformation de la nature. Alors, c'est pourquoi l'homme, en tant qu'être objectif, sensible,
est un être qui souffre. Et comme il est un être qui ressent sa souffrance, il est un être passionné. La passion est la force essentielle de l'homme. Alors, c'est pourquoi l'homme, en tant qu'objectif sensible, est un être qui souffre. Alors, avoir des sens signifie souffrir. C'est ce qu'il y a dans le paragraphe préalable. Parce que l'homme n'est pas une capacité historique de souffrance en soi. Il a une capacité historique de souffrance parce qu'il a des sens, et que avoir des sens, dit le texte, signifie souffrir. Le minéral ne souffre pas. Le caillou ne souffre pas. L'homme peut souffrir. L'animal peut souffrir. Mais quelle est la différence entre la souffrance d'un animal et la souffrance d'un humain? C'est que la passion est la force essentielle de l'homme qui tend énergiquement vers son objet, en tant que la souffrance de l'homme est une souffrance dont la dimensionnalité est positionnée par la passion. Un chien a des envies, un chien peut avoir des obsessions, il n'a pas de passion. La passion, c'est la dimension spécifique de l'homme en tant que l'essence de l'homme qui produisent à la fois la satisfaction et la souffrance, donnent à l'homme, par ses sens, une dimension de conscience historique qui produit la passion. La passion, ça vient de patio. Patio. Quand j'ai un patient, c'est parce que son questionnement désigne une souffrance. Il y a un dialogue entre la passion et la souffrance. Parce que quelque part, la passion est la force essentielle de l'homme qui tend énergiquement à résoudre la dimension de sa souffrance. La passion historique, la passion révolutionnaire, celle qui fait que les barricadiers du mai 37 s'insurgent contre le mensonge démocratico-républicain de la zone où on les enferme et où on leur dit « au nom de l'antifascisme, on va vous écraser parce que vous ne préférez pas l'effort militaire à la collectivisation de vos espaces de vie ». Ils mettent en marche une passion révolutionnaire pour transformer le monde et pour faire vivre la communauté émancipée. La passion est donc bien la force essentielle de l'humanité prolétarisée qui ne veut plus être du prolétariat et qui tend énergiquement vers son objet, l'émancipation, en tant que l'émancipation de la communauté humaine mondiale sera l'abolition de la condition prolétarienne universelle. Donc, les sens qui font ma souffrance sont les sens qui font ma volupté, qui font ma jouissance. Ma volupté, c'est l'anti-jouissance. Dans l'ordre de l'aliénation, j'y suis totalement incaserné. Le fétichisme de la marchandise m'apprend à ne pas jouir, ou à ne jouir que par l'accumulation fétichiste du marché. Donc, ce qui est décisif, c'est de comprendre que avoir des sens signifie jouir, avoir des sens signifie souffrir. Parce qu'il y a une thématique radicale qu'on trouve déjà dans la dialectique du maître et de l'esclave, entre la joie et la peine, entre l'épanouir et l'enfermement. Donc, les sens, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ce sont les sens qui disent la vérité radicale du mouvement révolutionnaire vers le surgissement d'une communauté humaine. Les gens ne vont pas se mettre en mouvement de radicalité indépendamment de la réalité de leur être générique. Les gens ne vont pas se mettre en mouvement d'insurrection et d'insubordination parce qu'ils vont avoir un cogito cérébral qui, au bout d'une analyse de ce qu'est la baisse du taux de profit, vont leur faire comprendre que la société actuelle est une société qui doit être mise à bas. C'est tripal. Quand je dis assez souvent, la conscience radicale est une conscience tripale. Ça renvoie justement à cette sensualité de la vraie jouissance et de l'anti-souffrance. Ça nous permet de comprendre que le communisme est bien un arc de vie subversif qui est sensuellement ancré dans la sensualité de nos sens.
Et ça permet en même temps de comprendre toute la pathologie moderne du fétichisme de la marchandise à travers les sexualités inversées, à travers les sadomasochismes des nomenclaturas de l'impuissance. Avoir des sens signifie souffrir. Avoir des sens signifie jouir. Dans la communauté humaine, là où l'homme est humain, avoir des sens signifie jouir. Dans la communauté primordiale, l'homme jouit de la vie. Il jouit sensuellement de la vie. Dans les sphères pathologiques du fétichisme de la marchandise, où l'homme est inversé, où l'homme est renversé, j'ai effectivement ce culte sadomasochiste de l'épanouissement aliénatoire absolu, parce qu'un homme de pouvoir dans l'impuissance totale a des sens qui ne signifient pas la jouissance, mais qui signifient la maîtrise de l'autre, la domestication de l'autre, dans la jouissance de la souffrance de l'autre. Donc, si vous voulez, cette compréhension des sens, cette compréhension de la sensualité, elle permet de comprendre tous les méandres de notre vécu historique contemporain au travers de nos satisfactions, au travers de nos insatisfactions, au travers de ce que sera la révolution communiste. La révolution communiste en tant que conscience vraie, en tant que conscience radicale qui renverse la conscience fausse, aura lieu précisément parce que la matérialité de la conscience fausse dans la crise terminale du procès de valorisation s'effondrera. Mais elle s'effondrera en ce sens que toute l'antisensualité du capital verra l'assise matérielle de sa reproduction s'effondrer. Et avoir des sens signifiera émanciper la parole, émanciper le corps, émanciper la volupté, émanciper la jouissance. Qu'est-ce qui peut comment peut-on retenir l'expérience, par exemple, de mai 68 à travers les 10 millions de grévistes qui, dans la grève sauvage, refusent de reprendre le travail? C'est aussi parce qu'ils avaient des sens qui signifiaient jouir. Jouir de la rencontre à l'autre, jouir de la parole émancipée, jouir de ne pas retourner à l'atelier ou à la chaîne, jouir d'avoir ouvert des horizons infinis de relations à l'autre. Donc, cette problématique du sens, de la souffrance, de la jouissance, elle est essentielle parce que c'est elle qui permet de comprendre ce qu'est un humain. Qu'est-ce qu'un humain? C'est un homme de passion humaine. Si je n'ai pas de passion humaine, je n'ai pas de destination humaine. Je suis un paquet humain, asservi, domestiqué, planté là sur le chemin glauque des galeries marchandes. Être un humain, c'est être une puissance de vie qui a la passion de la vie. Et qu'est-ce qu'avoir la passion de la vie? C'est avoir la force essentielle de mon humanité générique qui tend énergiquement vers sa satisfaction. Sa satisfaction d'amour dans le couple, sa satisfaction de création dans un rapport historique qui fait qu'on saisit les harmonies de l'universel, et puis c'est enfin tendre énergiquement vers ce moment où la crise terminale du capital permettra enfin à l'humanité universelle d'être la force essentielle de l'humanité universelle qui tend énergiquement à l'émergence universelle de l'émancipation. Donc les sens, c'est décisif. La conscience radicale n'est pas cérébrale, la conscience radicale est sensuelle. C'est une conscience d'incendie et de volupté, et l'être générique dont parle Marx dans le 3e manuscrit, c'est pas un être qui pense, c'est un être qui jouit dans la compréhension de ses sens, et sa conscience n'est que la conscience de ce sens en mouvement de sensualité. C'est pour ça que je pose un peu l'accès à cette jouissance, justement. J'entends une femme, je la vois toujours pas. C'est la femme invisible. Elle est si moche que ça que vous la cachiez. Elle veut pas. Non, elle est très belle, mais elle veut pas se montrer. Elle est trop belle, c'est ça le problème. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ouais. Vous l'avez cachée parce que vous avez peur qu'on vous la prenne. Non, mais c'est bizarre parce que je vois tout le monde et puis de temps en temps, il y a une voix qui arrive et je vois personne. Mais vous voyez, c'est Inès. C'est Inès, c'est ça? Ouais. C'est Inès. Oui, non, il n'y a personne sur les... vous devez voir sa photo Il y a normalement. plusieurs personnes qui Ah parlent. non, il n'y a rien du tout. Vous savez, c'est les logos classiques impersonnels. Il y a une tête blanche Parce qu'il l'a pas en et puis contact. des petites épaules blanches. C'est un truc de Facebook. Je pense on voit un rond blanc qui signifie la tête. Ouais, Et ouais, puis ouais. on voit deux petites boules qui signifient les épaules. On vous enverra une photo.
Oui, envoyez-moi une photo. Bon, enfin, en tout cas, Madame Invisible, j'écoute votre question. Donc en fait, juste pour reprendre ici, il a dit une très très belle chose aussi, c'est-à-dire que l'homme de l'aliénation actuelle, le premier acte qu'il va faire pour tendre justement à cette jouissance, c'est la compréhension de sa souffrance. Et il dit dans la page 148 que, comprise d'une manière humaine, la souffrance est une jouissance que l'homme a de soi. Ouais. Donc on avait parlé de ça l'autre fois. Oui, c'est vrai. La souffrance, en termes dialectiques, c'est l'appel à dépasser la souffrance. C'est-à-dire que dans une compréhension statique, la souffrance est la souffrance, point. Dans une compréhension dialectique, et alors j'ai perdu la page là, de mes archives, mais il montre que souffrance, sens et jouissance, c'est intimement lié dans une unité dialectique. C'est-à-dire que, imaginons que les connexions, alors on va partir du plus bas, imaginons que les connexions nerveuses qui nous signalent lorsque je me brûle en préparant la cuisine n'existent pas. Par ces connexions nerveuses qui me signalent la douleur, je n'aurai pas mal au moment où j'ai mal. Mais par ces connexions nerveuses qui me signalent que j'ai mal au moment où j'ai mal, j'ai jouissance au moment où j'ai jouissance. Parce que ce n'est pas la connexion nerveuse qui porte souffrance, ce n'est pas la connexion nerveuse qui porte jouissance. Là, on a déjà quelque part, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce qu'on trouvera dans les tests sur Feuerbach. La problématique n'est jamais du sujet à l'objet par rapport à une matérialité posée là de manière inerte. La réalité existentielle de nos saveurs, de nos angoisses, de nos joies, de nos plénitudes, c'est justement une dialectique sensitive, sensuelle, voire sensationnelle, qui fait que c'est l'expérience qui fait. Nos connexions nerveuses ne sont quelque part qu'un truchement. Mais c'est parce qu'il y a le truchement du plus négatif, la souffrance possible, qu'il y a le truchement le plus positif, celui par exemple de l'orgasme incendiaire. Mais si je n'avais pas une connexion nerveuse qui puisse effectivement m'alerter sur la brûlure la plus intense dans ses formes les plus terribles du 2e ou du 3e degré, je n'aurais pas les épidermies nécessaires à la jouissance orgasmique la plus radicale. Donc tout se tient dans une relation expérimentale où l'homme fait l'expérience de ses sensations dans un parcours où le sens dit précisément la jouissance parce qu'il dit la contre-souffrance. Ou la compréhension de celle-là, quoi. Excusez-moi ? Ou le fait qu'il ait, par l'expérience, il ait compris ce que signifie la souffrance, en fait. Bien sûr. Et alors là, on en revient à toute une série de dimensions que j'aime, moi, avec certains patients. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement logique, dialectique, qui fait que l'homme, comme le disent les présocratiques, dans le rapport contradictoire Eros-Thanatos, sort des territoires de la mort et sort des territoires de la souffrance. Puisque justement, la volupté de l'être générique, c'est de se diriger sur le chemin d'Eros, qui n'est pas simplement la volupté sexuelle, mais la volupté universelle. Eros, ce sont toutes les joies infinies du cosmos. Et donc, la naturalité profonde de l'être générique, elle est justement de tourner le dos à Thanatos et de marcher en claire sensation, en claire conscience et en claire volonté d'Eros. Or, dans les manuscrits de 44, tout au début du premier manuscrit, vous savez que Marx parle de l'indistinction, de l'inversion, du renversement. Le propre du système de la valeur d'échange et de la dictature démocratique du profit, c'est d'avoir tout invalidé. Et puisqu'il a tout invalidé, il a tout renversé, il a tout inversé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la phase de domination réellement achevée du capitalisme terminal, on a quelque part un centre de gravitation aliénatoire qui pèse de plus en plus vers Thanatos. Donc, on a de plus en plus de gens qui, dans leur affection, dans leur sexualité, virent vers le thanatisme. Alors bon, on a les dimensions sadomasochisme qui sont l'expression la plus, entre guillemets, poussée sur ce territoire-là. Mais on a des tas de sexualités et des tas de comportements affectifs intermédiaires
qui sont précisément empreints de souffrances voulues et co-gérées dans la dialectique du fétichisme de la marchandise qui nous aliène en tant que marchandise affective. Donc, c'est très intéressant de comprendre que cette dialectique de la passion, de la souffrance et de la jouissance, dans une structuration sociale d'inversion, elle invertit aussi cette relation de la souffrance à la jouissance. Ouais, et par extension, est-ce que... moi, je me pose toujours la question de la théorie et de la pratique. Par extension, comment est-ce qu'on fait pour... Parce que moi, j'ai l'impression que vous prenez ces concepts et que vous arrivez à les transformer, donc transformer la théorie en pratique. Alors là, c'est une question peut-être plus terre à terre, mais on est dans la phénoménologie, on est dans les manuscrits, mais j'ai l'impression, moi, que ça reste du phénomène, ça reste de l'étude de concepts, mais comment est-ce qu'on l'applique dans notre quotidien pour avancer? Là, je sors un peu des manuscrits, mais... Non, vous sortez pas non, parce que justement, la question essentielle que vous posez, c'est celle de la passion. C'est-à-dire que, moi, si vous voulez, je prends 10 patients avec qui on a cette analyse phénoménologique qui renvoie au manuscrit de 44, qui renvoie à la Sainte Famille, qui renvoie à l'idéologie allemande, qui renvoie à toute cette dialectique par laquelle l'homme sort de sa prison aliénatoire. Parce que bon, la question essentielle, elle est là. On est tous enfermés dans une prison aliénatoire qui nous dépossède de notre propre substance. Nous sommes donc aliénés, alienus. Nous sommes étrangers à nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que l'on va sortir de notre emprisonnement? On ne va pas sortir de notre emprisonnement parce qu'on va avoir une grille de lecture. On va sortir de notre emprisonnement parce que, indépendamment de la grille de lecture, on va avoir une volupté de passion. Le communisme de demain, lorsque la crise terminale aura lieu, sera d'abord et avant tout la gigantesque manifestation universelle de la passion de vivre la vraie vie. En l'attente de ce moment-là, nous sommes tous emprisonnés dans les méandres de la fausse existence, mais qu'est-ce qui fait que sur 10 patients, j'en ai un qui va mettre énormément de temps à décoller, et que j'en ai un qui, au bout de 2 ou 3 séances, va correctement saisir les enjeux de la situation. Il va saisir les enjeux de la situation parce qu'il va savoir se situer dans l'espace mondial de l'aliénation, et qu'il va savoir, parce qu'il sait se situer dans l'espace mondial de l'aliénation, situer l'aliénation des modalités qui traversent son propre monde. Mais il ne va pas le faire parce qu'il est d'une capacité étonnante en faculté d'équation. Ce n'est pas un jeu de stylo sur une feuille de papier. Alors, il est décisif de lire la phénoménologie de l'esprit, il est décisif de lire les manuscrits de 44, il est décisif d'articuler notre raisonnement à la raison du monde, tel que Hegel et Marx l'ont montré, mais cette raison, elle est de chair, elle est incarnée, elle est faite de chair et elle est faite de sang. Ce n'est pas du cérébral froid mathématique, c'est du tripal chaud érotique qui produit une conscience historique du corps en mouvement de satisfaction. Donc, il y a 2 manières de lire Hegel. Il y en a 50. Je mets de côté toutes les opérations falsificatrices du crétinisme de la marchandise universitaire, dont l'objet a toujours été, de séminaire en séminaire, de complètement désosser Marx et Hegel pour en faire simplement une récréation du samedi après-midi entre 2 pantoufles et 3 cognacs. Donc, je parle des gens qui lisent Marx et Hegel avec la volonté de comprendre. Le comprendre radical, dit Hegel, c'est un agir. Comprendre, c'est agir. Si je comprends mais que je n'arrive pas à agir, c'est que je n'ai pas compris. C'est que ma compréhension est formelle. Donc je rentre dans la phénoménologie de l'esprit, je rentre dans les manuscrits de 44, je rentre dans l'idéologie allemande et dans tous les parcours que ça implique, mais j'y rentre en homme de désir, en homme de sens, en homme de souffrance, en homme de jouissance. Donc, à partir de là, la lecture est une palpitation d'élucidation, mais c'est une élucidation chaude. C'est pas du papier qui a reçu de l'encre. C'est le sang de l'humanité. C'est la sueur. C'est toutes les jouissances et les souffrances de l'humanité qui sont cristallisées dans des textes qui sont le produit du mouvement réel.
Et ces textes qui sont le produit du mouvement réel m'appellent à faire de mon corps un mouvement réel, à faire de mon âme un mouvement réel. Donc, le patient qui avance, c'est celui qui fait rentrer ça dans un acte d'incarnation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on se prend la tête et où on lit la phénoménologie de l'esprit, et puis un moment débile où on va faire de la pétanque ou du skate. Il y a un moment de vie essentiel, un moment de vie qui est lumineux et qui traverse tous les instants. C'est-à-dire que la phénoménologie de l'esprit ou les manuscrits de 44, quand j'ai reposé le bouquin, je n'en ai pas reposé la substance. Le repas que je vais préparer ce soir, la manière dont je vais me promener dans la forêt tout à l'heure, le moment où tout à l'heure je ferai l'amour, le moment où encore plus tout à l'heure j'irai ranger la brouette et les bûches de bois dans le jardin. Tout ça fait partie d'un acte phénoménologique de subversion où la pensée continue de se penser parce que ce n'est pas une pensée hors de l'acte, c'est une pensée de l'acte dans l'acte du pensée. Donc, les manuscrits de 44, la phénoménologie de l'esprit, ce n'est pas un moment de la journée, puisque ça dit le tout du monde dans la volupté du mouvement réel. C'est la totalité des mouvements de ma journée qui s'épanouissent dans l'étonnement de ce qui fait le merveilleux du monde à chaque merveille rencontrée du quotidien. Et par exemple, vous disiez, quand on vous avait vu à Paris, là, que vous étiez relativement feignant, mais que vous lisiez au minimum un livre par jour. Bon, Oui. C'est quand même beaucoup, un livre par jour. Mais si vous voulez, le problème, on en revient à la passion. On en revient à la passion. J'ai une de mes correspondantes qui est en train de lire en ce moment un bouquin sur la guerre d'Espagne. Elle me dit « Ah, c'est vachement intéressant ». Elle a dû commencer le bouquin il y a 4 ou 5 jours. Je lui dis « Mais le bouquin, vous l'avez fini ?» Elle me dit « Non, j'ai pas eu le temps ». J'ai dit « Non, enfin, c'est possible. Si on est passionné par Mai 37, par Barcelone, le bouquin, il est fini en 2 jours. On ne peut pas reposer le bouquin. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas devenir, ça veut pas dire qu'il faut devenir une usine à bouquins. Mais si vous voulez, le bouquin, c'est pas le bouquin. Quand je prends un bouquin, c'est pas un bouquin que je prends. C'est une parcelle d'histoire, parce que bon, j'ose supposer que les gens qui sont avec vous ne lisent pas de conneries. Donc ils lisent des bouquins essentiels sur la lutte de classe radicale qui, depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, de lutte paysanne en lutte ouvrière, a fait avancer les choses. Ou des bouquins méthodologiques comme Hegel, comme Marx, comme Rosa Luxembourg, comme Bordiga. Donc, quand on rentre là-dedans, c'est la passion de notre corps qui rythme et qui bat. Quand je lis, par exemple, l'expérience des collectivités agraires du pays de Valence, où on avait aboli l'argent, où des centaines et des centaines de villages se sont insurgés pour un autre monde. Je lis pas un documentaire sur les pingouins d'Amérique du Sud. Je lis un acte de transposition existentielle qui me parle. Ces gens-là sont morts, non pas en pensant à moi, en connaissant mon nom, mais ils sont morts en pensant à moi, en connaissant ma génération et mon histoire. Ces gens-là ont accepté de mourir alors qu'ils auraient pu vivre lâchement. Ils ont accepté de mourir pour vivre dignement, dans une radicalité d'espérance et de subversion sociale. Ils me font patrimoine, ils me font témoignage. Quand je lis ça, je ne peux pas le lire comme un simple documentaire. Je le lis comme une communion d'espérance, de radicalité, d'insurrection contre l'argent et contre l'État. Donc quand je le lis, je suis passionné, je suis transporté. J'accueille ce patrimoine. C'est un héritage de radicalité et il me fait jouissance parce qu'il m'ouvre la porte du monde. Il me permet de mieux comprendre ma compagne, il me permet de mieux comprendre ma journée. Quand j'ouvre les volets le matin et que le soleil vient taper sur les vitres, c'est une communion qui a son sens parce que dans la forêt merveilleuse que je vois face à moi, tous ces êtres qui sont morts et qui ont écrit, qui ont eu des expériences, me parlent. Donc, l'acte de lecture n'est pas un acte de lecture d'encre sur la page, c'est un acte de lecture de sang, de joie, de puissance qui fait transmission historique. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi j'ai l'impression que le capital nous a tellement déconnectés de nous-mêmes que
enfin, ça devient parfois un acte, ou que la lecture devient parfois un acte, pas de récréation. Oui, je le comprends radicalement, j'ai envie de le vivre, mais je suis tout de suite happé à nouveau dans dans la fausseté du quotidien, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait des sursauts de vouloir vivre et jouir, mais que très vite la réalité revient, enfin le quotidien en tout cas. Et ça c'est normal, si vous voulez. La réalité revient en permanence nous polluer, nous domestiquer, nous aliéner et nous ramener vers la fétichisation de toutes les relations. Mais, y compris la lecture. Y compris la lecture, mais si vous voulez, il y a un moment donné qui est décisif et qui signale qu'il n'y aura jamais de retour en arrière. C'est-à-dire que tant que la crise terminale n'a pas eu lieu, nous sommes dans le monde du mélange, nous sommes hétérogènes, nous sommes mesquins, nous sommes opaques, nous sommes parfois minuscules et lamentables. Mais par contre, ce qui est important, c'est la ligne de démarcation qui nous traverse. Même si j'ai des côtés mesquins, lamentables, ridicules, quel est mon axe de regard au monde? Et là, si vous voulez, je peux hésiter dans ma marche en avant. Je peux hésiter dans ma marche en avant. Mais si j'ai produit la radicalité du comprendre, c'est agir, jamais je ne retournerai en arrière. Donc, on sait que ça va être difficile d'avancer. Il y a des fois où ça avance moins vite. Il y a des fois où c'est difficile, où c'est extrêmement contradictoire. Mais on sait qu'on ne reviendra jamais en arrière. On sait qu'on ne peut pas changer ce monde maintenant, ou qu'on ne le changera quand il y aura la crise terminale. Mais on sait que ce monde ne nous changera plus jamais. Parce qu'on est ancré dans une certitude de radicalité. Le monde ne peut plus nous atteindre. Il peut nous polluer, il peut nous déstabiliser. On peut perdre demain un être cher, ça va être une douleur infinie. Mais malgré toutes les douleurs, malgré toutes les souffrances, jamais plus le monde du fétichisme ne pourra m'affecter pour faire que je revienne dans son giron, dans la jubilation des compromissions qu'il implique. C'est-à-dire que j'ai franchi un cap, et ce cap maintenant, il est irrémédiable. Plus jamais je ne retournerai en arrière. Pardon ? La Dupri est finie. Voilà. Je ne sais pas qui me parle, C'est Karim, c'est Karim. Ah, c'est Monsieur Chocolat. C'est Prince Chocolat. Il y a la femme invisible et il y a l'homme chocolat. C'est ça. Les deux se parlent. Et donc, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on n'est plus dans le spectacle critique. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai rejoint des groupes radicaux dans les années 70, dans les années 75. Il y avait des centaines de gens. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Le capital est une structure qui, dans son développement, est toujours hétérogène. Elle mélange le vrai et elle mélange le faux. Elle mélange la critique du spectacle et le spectacle de la critique. Donc, vous avez des tas de gens qui sont dans le spectacle critique pour un moment donné. C'est une puberté tardive, c'est une ménopause fragile. À un moment donné, dans sa vie, on se dira, c'est bien, identitairement, je vais être critique. Je vais être critique. Alors, on est critique un certain temps dans la fallacieux, et puis à un moment donné, ça retombe, il faut choisir. Ou le spectacle critique, c'est pas possible. Ça tient un temps. Mais à un moment donné, où on bascule dans la critique radicale du spectacle, où on se normalise dans le spectacle culturel, on a des connaissances. Mais à un moment donné, on choisit. Et quand on choisit la radicalité de la critique radicale du spectacle, à un moment donné, on est émancipé. Alors on n'est pas émancipé au sens où on n'est pas un homme communiste, on est aussi taré que les autres dans l'aliénation du monde. Mais on sait où on va, et on sait que plus rien ne peut avoir d'impact sur nous quant à l'essentialité des choses. Donc c'est ça qui est décisif. C'est ça qui est décisif. Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, vous vous fréquentez, vous êtes peut-être 30, 35 ou 40. Dans 6 mois, vous serez peut-être plus que 20. Dans 2 ans, vous serez peut-être plus que 10. Il y en aura un qui aura intégré une école commerciale, il y en a un qui aura intégré un grand truc informatique. Mais c'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens qui vont lâcher. Il y a des gens qui font semblant. Il y a des gens qui y arrivent jusque-là. Puis il y en a qui n'arrivent que jusque-là. Puis il y en a qui vont dépasser. Puis il y en a qui vont avancer. L'histoire est mouvement. C'est le mouvement en chacun d'entre nous. C'est le mouvement dans toutes nos collectivités. Et puis au bout de toutes ces contradictions, il y a l'authenticité. À un moment donné, vous saurez
que vous êtes dans quelque chose d'authentique parce que vous ne supportez plus le mensonge de la représentation narcissique des échanges et que le spectacle de la marchandise vous emmerde à l'infini et que ce à l'infini est infini. Mais justement, en tant que nous, enfin les jeunes d'aujourd'hui, en tant que produit de la période historique, on a besoin, après avoir découvert un petit peu ce monde de radicalité infinie, on a besoin d'engager le dialogue avec nos proches, en premier lieu. Déjà, on les aime, et donc on a besoin quand même qu'il y ait un peu écho. Et oui. Comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire engager ce dialogue sans tomber dans le narcissisme, dans le... Si vous voulez, il y a deux solutions. Ou vous engagez le dialogue avec les autres pour faire avancer la compréhension de l'universel, ou vous engagez le dialogue avec les autres pour vous positionner une image de marque dans le théâtre narcissique des représentations. Et ça, c'est vous qui le savez très vite dans la manière dont vous avancez. Qu'est-ce qui est décisif? C'est l'image que vous en faites ressortir pour vous-même, ou est-ce que c'est justement cette avancée théorique et pratique qui fait que vous avez ouvert aux autres des pans entiers de l'histoire du monde qui leur échappaient? C'est ça qui est décisif. Alors au début, c'est lié. Au début, c'est lié. Je veux dire, au début, on est à la fois très content d'ouvrir les portes de la réalité, puis on est en même temps très fier d'être le détenteur de l'ouverture des portes de la réalité. Donc c'est lié. Et à un moment donné, quand on est effectivement dans le substantiel le plus substantiel, justement, on n'est plus dans la représentation narcissique des échanges, on est dans la ferme volonté, on est dans la ferme volupté de faire avancer l'histoire objective du réel réel. Et après, bon bah, on pose la question, qu'est-ce qu'un jalon de conscience? C'est-à-dire qu'un jalon de conscience, une radicalité de conscience, c'est pas des gens qui papotent et qui jacassent narcissiquement sur eux-mêmes pour se dire oui c'est bien, t'as vu, nous on connaît des choses, et puis on recrée un micro-monde. On recrée un micro-monde. Je veux dire, c'est qu'on va cristalliser le mouvement qui au départ se voulait mouvement, se voulait mouvance et dépassement. On va le cristalliser sans s'en rendre compte des fois. Si vous voulez, le problème c'est qu'on ne doit jamais partir de... Je sais pas moi, un groupe se constitue pas pour que les gens parlent d'eux. Et parlent d'eux éventuellement en référence à l'histoire. C'est-à-dire que la compréhension radicale de l'impersonnel, la compréhension radicale de l'anonymat, c'est la compréhension radicale que nos petites personnes individuelles n'ont aucun intérêt. Donc un groupe de radicalité vraie, il parle de la radicalité vraie universelle, il ne parle pas des petites expériences individuelles de chacun rapportées à l'universel, ça on s'en fout. Oui, donc, oui, exactement. Ce qui est décisif, c'est de faire avancer la compréhension de la radicalité vraie et à partir de là, de constituer des jalons de conscience qui diffusent de la radicalité vraie. Et de la radicalité vraie, pas matinée de narcissisme recompositionnel. Alors justement, qu'est-ce qu'un jalon de conscience, pour répondre à votre propre question, parce que c'était notre discussion de l'autre jour. Qu'est-ce qu'un jalon de conscience? Un jalon de conscience, c'est un lieu historique qui fait synthèse de la temporalité universelle. Il transmet le passé et il prévoit l'avenir. C'est-à-dire que c'est un lieu méthodologique d'interrogation, de pratique et de théorie où on fait synthèse de toutes les expériences passées que la dialectique de l'oubli de l'être a complètement gommé. C'est-à-dire qu'entre le néolithique et maintenant, il s'est passé des millions de choses radicales dans la vie expérimentale des hommes, dans la vie de certaines écritures, et tout ça est oublié. Donc, la tâche première d'un jalon de conscience, c'est de restaurer cette connaissance pour qu'on puisse faire le lien entre maintenant et hier. Puis à partir de là, c'est d'élaborer des analyses et des radicalités sur le temps contemporain pour faire la jonction entre le passé, le présent et l'avenir. Et à partir de là, de positionner la compréhension déterministe radicale que Marx, à la suite de Hegel, dans les textes de 1844 qu'on vient de voir, dans les Grundrisse, dans le Capital, a positionné comme automouvement de radicalité impersonnelle. C'est-à-dire que on se fout de Jacques, on se fout de Béatrice, on se fout de Laurent et de Dupont. On travaille dans un anonymat de radicalité pour comprendre ce qu'est l'histoire en mouvement et qu'est-ce qui fait que nos existences individuelles, écrasées par le narcissisme des atomes de la marchandise, va pouvoir faire surgir une compréhension radicale qui va signaler ce qui s'annonce. Donc, si vous voulez, un jalon de conscience, ce n'est pas une récréation d'un type supérieur.
Et le vendredi soir, les gens vont au bowling. Ah ben non, nous on va pas au bowling, on va faire un séminaire sur Bordiga. Et c'est du bowling théorique en interne. Donc le truc, il n'est pas là. Le truc, il est posé par Marx dans les thèses sur Feuerbach. Les thèses sur Feuerbach, je vous engage à les lire, à les relire, à les relire. Moi, je les ai lues au moins 500 fois, je dis à tout le monde, relisez. Les thèses sur Feuerbach, c'est décisif. Toute discussion isolée de la pratique est une masturbation scolastique. La pratique du jalon de conscience collectif, c'est exactement la même chose que la pratique individuelle de cet homme ou de cette femme qui vient me voir dans mon cabinet et qui me dit ma vie affective depuis 30 ans, c'est une imposture absolue, c'est insupportable, il faut transformer. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. Transformer sa vie individuelle, transformer sa relation aux autres, transformer la vie d'un groupe qui fait formation de jalon de conscience pour distribuer, pour diffuser de la pensée radicale. Du matin au soir, nous devons nous poser la question comment aujourd'hui je vais transformer mon destin? Comment je transforme ma destination? Qu'est-ce qui fait que chaque soir, j'ai grandi par rapport à chaque matin? Qu'est-ce qui fait que j'ai posé une fertilité qui fait que chaque jour est un nouveau jour de radicalité? Et pour moi individuellement, et pour nous, collectivité en mouvement. C'est tout ça qui est décisif. Et c'est ça qui fait bouger les choses, et c'est ça qui fait changer l'histoire. Donc la prise de conscience, c'est le moment un peu... C'est un moment capital de cette transformation-là du monde, dont il parle dans les thèses. Et Hegel, lorsqu'il dit dans la phénoménologie de l'esprit, il va dire que la vérité ne saurait émerger à un peuple, à un public non mûr. Ah bah, c'est-à-dire qu'elle va émerger. L'émergence présuppose une maturation. C'est-à-dire que quand vous voyez la révolution capitaliste de 1789, qui vient donner la dernière pichenette à l'ancien régime féodaliste qui était déjà décomposé, cette émergence de 1789, elle est née déjà dans les boulevards de Philippe le Bel, avec la bourgeoisie, Enguerrand de Marigny, Nogaret, dans les années 1315. Il a fallu des siècles et des siècles pour que la valeur d'échange détruise progressivement toute l'intériorité du système féodal. Et quand il y a eu la fronde sous Louis XIII et sous Louis XIV, les conditions de maturation n'étaient pas bonnes, et la révolution bourgeoise qui annonçait 1789 n'a pas pu avoir lieu un siècle auparavant. Donc, les conditions, dit Hegel dans la science de la logique, c'est que rien ne peut advenir historiquement tant que les conditions de maturation de sa nécessité n'ont pas préalablement fait jaillir le surgissement de leurs conditions. Alors, rien ne peut apparaître tant que les conditions de son émergence n'ont pas été effectivement produites par l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Rien n'apparaît dans l'histoire par hasard, tout apparaît par déterminisme et par destination. Si je prends l'histoire du monde dans sa globalité, ça pouvait être en 89, mais ça ne pouvait pas être en 1788. Et si je commence à creuser la crise des grains, la crise parlementaire, la crise de l'endettement, le problème de Necker, le problème de Turgot, je comprends tous ces agencements. En 1788, ce n'était pas possible. C'était en train de travailler à la finition des finitions, mais ça ne pouvait péter qu'en 1789. Ouais, et donc d'une certaine manière, le fait que certaines personnes prennent conscience, par rapport à ce que vous dites, c'est un signe de maturation historique ou... Parce que bon, on est là, on prend conscience, mais en effet, il ne faut pas que ça devienne une récréation. C'est toujours le côté théorique transformé en pratique qui pose problème finalement. Parce que... Si vous voulez, Marx le dit très bien dans le manifeste avec Engels. À un moment donné, il met en analyse connexe le prolétariat et les minorités communistes. Il y a le prolétariat universel qui avance au rythme des contradictions du capital et qui se mettra en mouvement universel d'insurrection au stade ultime du procès de caducité de la valorisation, quand on atteindra le point de la crise terminale de la contradiction valorisation des valorisations. Mais il y a eu de tout temps, indépendamment du fait que ça ne pètera qu'au moment de la crise terminale, des crises partielles, où ça pétait partiellement, et des moments où même entre deux crises
crise partielle où rien ne pétait, il y avait des minorités communistes. Il y a toujours eu, depuis des siècles et des siècles, même quand le calme plat de la réaction capitaliste était au plus fort de son point le plus fort, un groupe de 10 personnes ici, un groupe de 10 personnes là. Il y a toujours eu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la conscience universelle de la classe, il y a la conscience universelle de l'humanité dans son mouvement général qui avance, et indépendamment de son mouvement général, dans le cadre des contradictions historiques, il y a des petits groupes, et dans les petits groupes, des individus qui vont plus loin que les petits groupes, qui font qu'il y a une concrétion spécifique qui fait qu'à un moment donné, vous avez des gens qui voient plus loin que le reste de la classe. Ça a toujours existé. Babeuf, en 1789, il ne voit pas grand-chose, et Babeuf, en 1796, quand il est guillotiné, il a maturé pendant toutes ces années de contradiction sociale, et il est devenu un communiste qui dit « à bas la propriété privée, à bas l'État, à bas l'argent ». Il ne le disait pas en 1789. Un certain nombre d'expériences font que Babeuf est monté en puissance et qu'en 1796, avec un groupe de 3 ou 4 personnes à Paris, il représente le moment le plus élaboré de la conscience radicale. Mais ça ne le rend pas fou. Et quand vous êtes dans un positionnement qui va plus loin que le reste de la classe, c'est tout simplement parce que nos contradictions individuelles, dans le cadre de nos expériences personnelles rapportées aux expériences collectives du devenir du monde, ont fait que nous, on a été tiraillés, excités, propulsés d'une manière plus puissante dans le déterminisme de l'histoire. Mais ça ne vient pas spécifiquement de notre intelligence cérébrale, ça vient de la spécificité de nos expériences individuelles. Donc il n'y a aucune gloriole à en tirer, il n'y a aucune pathologie substitutiste ou avant-gardiste à en avoir, c'est un constat de fait. Dans le mouvement général qui fait que la classe avance en conscience historique, il y a des groupes qui vont plus loin que la majorité de la classe, et puis dans le cadre de ces groupes, il y a des individus qui vont plus loin. Mais ça ne leur donne aucune prérogative. Aucune prérogative, ça leur donne même un devoir supérieur d'humilité, parce que ça ne vient pas d'eux, ça vient de toute cette expérience historique qui est passée par eux. Et c'est pour ça que Marx disait toujours, à propos de ce que Marx et Engels avaient fait, tous les deux, ils disaient, mais nous, on n'a rien inventé, on n'a rien découvert, on a simplement été le stylo le plus pointu de l'époque, en rendant compte du mouvement le plus extrémiste, du mouvement réel de l'époque. Mais nous n'en sommes que les traducteurs. Donc il faut être d'une humilité absolue là-dessus. Mais justement, est-ce qu'il n'existe pas une schizophrénie entre le devoir historique de poser des jalons de conscience et le déterminisme qui n'est pas de la passivité, mais le fait qu'on doit quand même attendre, quoi. Il faut composer avec cette schizophrénie. C'est-à-dire que si on est dans une logique kantienne binaire, on ne peut pas répondre à votre question. Il faut justement rentrer dans le champ de la dialectique hegelienne telle que Marx la retourne. Le développement du capital porte en lui sa mort. La biologie du capital porte en elle-même sa nécrologie. Et entre maintenant et les décennies qui viennent, puisque nous sommes rentrés dans la démocratie achevée de la dictature de la valeur, dans les décennies qui viennent, on va atteindre un point où la contradiction entre le travail vivant et le travail mort portera la sénescence du capital. Et c'est à ce moment-là que la radicalité offensive du prolétariat universel va émerger. Mais on n'est pas dans une temporalité statique, on est dans une temporalité universelle. Le moment de la crise terminale contient le moment présent où déjà des jalons de conscience positionnent cette crise terminale. Donc, le truc, c'est pas de se poser la question statique en termes kantiens, ça sert à rien qu'il y ait des jalons de conscience, puisque de toute manière, ça aura lieu dans la phase terminale. Ou alors poser la question, comme le posaient les groupes substitutistes ou avant-gardistes, pour que la crise terminale réussisse, il faut surtout qu'on fasse des gros groupes de jalons de conscience pour protéger la pureté révolutionnaire quand elle va émerger à la fin. Le débat, qui n'est ni kantien, ni statique, ni spinoziste, mais qui est hegelien et qui est marxien, il est d'une toute autre nature. Tout sera résolu au regard de l'introduction de 1857. Je rappelle que dans l'introduction de 1857, Marx précise bien que la phase terminale, la phase finale contient toutes les phases antérieures. Donc, au moment de la crise terminale, tout va se jouer là, parce que le capital, en se rendant impossible
dans la reproduction de sa possibilité, va produire les conditions de crise de la conscience fausse qui va pouvoir faire surgir ainsi la radicalité subversive de la conscience vraie. Mais si je reste là, focalisé statiquement sur cette période-là, je ne comprends rien. Au moment où va émerger la classe révolutionnaire du prolétariat s'auto-abolissant, ce n'est pas à la dernière seconde de la crise capitaliste par un mouvement mécanique, machinique, automatique. Ça va mettre des mois de surgissement, avec des grèves sauvages qui vont monter, avec des grèves sauvages qui vont s'étendre. C'est une dialectique de continuité. Ce n'est pas un moment alpha, c'est une durabilité en procès. Et dans le cadre de cette durabilité en procès, ce que les jalons de conscience ont positionné dans les décennies préalables va constituer un des humus déterminés en dernière instance par la crise terminale, mais d'une importance aussi extrêmement décisive, parce que quand dans une entreprise, à un moment donné, il va surgir des oppositions de classe radicales sur l'imposture syndicale, sur l'imposture de la gauche du capital, sur l'imposture de l'extrême gauche du capital, si des textes ont déjà été diffusés et distribués dans cette zone-là, il y aura une accélération possible. Donc le truc, c'est pas d'avoir une temporalité statique, crise terminale, 7 juillet 2052, pof, tout bascule en un moment alpha. Non, c'est cette crise terminale qui est le produit de toutes les antécédences, et dans les antécédences, il y a les jalons de conscience qui ont positionné à bas l'économie, à bas la politique. Donc tout est lié dans une dialectique d'anti-passivité, d'anti-avant-gardisme, d'anti-névrose hiérarchique, mais qui comprend justement que le vrai est le tout, et que le vrai de la crise terminale, c'est le tout des moments préparatoires qui l'ont annoncé. Donc en fait, quand vous parlez de temporalité non statique, donc de mouvement, et universelle, et que historiquement, il existe des temporalités différentes, comme la temporalité africaine, australienne, enfin, donc il y a des... pas des cristallisations. Justement, quand vous avez dit une fois... Vous prenez le village le plus abruti d'Arabie Saoudite, vous voyez qu'il y a du Coca-Cola qui circule, mais vous vous dites que même dans ce bled le plus rétrograde, à un moment donné, il va peut-être y avoir les manuscrits de 44, parce que la modernité est en train de tout faire voler en éclats. Donc la marchandise accélère tout, vous l'avez dit une fois. C'est-à-dire que même les temporalités fermées, les plus fermées, par le développement de la dialectique terrifique du capital, c'est en train de tout casser. Allô? Oui, oui. Oui, je suis là. Et vous pouvez nous dire un mot un peu là sur les élections? Parce qu'il y a eu quand même 4 millions de gens qui sont allés donner 2 euros pour voter. Non, mais alors là encore, les élections, il faut les comprendre du point de vue de la lutte de classe. Toujours en revenir au problème de la lutte de classe. Et le problème essentiel de la lutte de classe, dans cette opposition gigantesque qui voit s'opposer le prolétariat comme classe universelle à la classe capitaliste mondiale autour du gouvernement du spectacle mondial, c'est une montée en puissance en fonction de ce qu'est la baisse du taux de profit, de toutes les érodations, de toutes les déstructurations du mensonge que le fétichisme de la marchandise organise. Le vote de la droite, il n'est pas lié directement à l'émergence de la lutte de classe prolétarienne dans les usines de demain, puisqu'on sait que socialement, les couches qui ont participé à la primaire de la droite ne sont pas forcément de futurs prolétaires barricadiers incendiaires. Par contre, c'est un très bon thermomètre de l'usure médiatique de l'imposture dominante. C'est-à-dire que le capital avait programmé, et j'avais fait une émission il y a déjà plus de 2 ans sur le sujet, il avait programmé l'incontournable incarnation médiatico-politique d'Alain Juppé pour le 2e tour. Ça fait des années et des années que le gouvernement du spectacle mondial, structure dictatoriale de la démocratie de l'OTAN, avait fait du bon mercenaire Juppé la carte obligatoire. Et il y a encore 3 semaines, dans tous les sondages, dans tous les médias, on vous expliquait qu'il était l'incontournable issue du scrutin. Donc, même s'il n'y a pas une radicalité de lutte de classe dans ce résultat,
il y a quelque chose qui renvoie à ce qui va faire naître la radicalité de la lutte de classe demain. La profonde usure de l'idéologie tentaculaire du mondialisme de la marchandise. Et c'est la même chose pour le Brexit, et c'était la même chose pour les élections en Autriche, et c'était la même chose pour les élections de Trump. On assiste aujourd'hui à un renversement dialectique. On est en plein dans Hegel et dans Marx. Il a été convenu pendant des années et des années de capitalisme orwellien réalisé et de dictature totale de la marchandise, que ce qui était plié médiatiquement par les oligarchies du gouvernement mondial était toujours plié mécaniquement à la sortie. Et là, on a vu élection autrichienne, Brexit, Trump, Fillon, qu'on entre dans une nouvelle temporalité historique. Le discours de ce qui est obligatoirement préparé se renverse et autre chose surgit. Ça signifie qu'on est dans les temps derniers de la baisse du taux de profit, dans la crise généralisée qui est en train de partout surgir et dans l'usure absolue de tous les appareils idéologiques d'État. Donc, on se fout de Fillon, de Juppé, etc., parce que tout ça, c'est le capital. Par contre, il faut humer le sens du vent. Et si on hume correctement le sens du vent, à travers toutes ces alertes-là, on voit que la dictature démocratique du spectacle médiatique de la marchandise est en train de perdre prise sur des terrains entiers. Et l'élection de Fillon, qui est à contre-courant de tout ce qu'on nous a mécaniquement et industriellement susurré et suscité depuis 5 ans sur Juppé, c'est fantasmagorique. Je veux dire que ça signifie qu'aujourd'hui, l'appareil de la reproduction médiatique est en train de vaciller. D'accord. Oui, par contre, c'est phénoménologique du point de vue conceptuel, quoi. Ah bah bien sûr, parce qu'alors là, on ne peut comprendre ça que si on lit les manuscrits de 44, les Grundrisse et la phénoménologie de l'esprit, c'est-à-dire qu'on est la demoiselle que je vois pas là, elle posait tout à l'heure la question de la maturité. C'est-à-dire que les choses n'arrivent que. Alors, la crise radicale du grand surgissement barricadier qui va venir, elle arrive à un moment donné comme enfantement de toute une série de contradictions qui ont travaillé sous terre, bien travaillé, vieille taupe. Et le débat interne à la droite, pour savoir si c'est Fillon qui est plus intéressant que Juppé, du point de vue des luttes de classe, on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, et ce qui nous intéresse du point de vue des luttes de classe, c'est que l'usure médiatique n'a pas pu faire gagner Juppé, et c'est Fillon, l'outsider absolu, qui a gagné. Ça veut dire que dans les temporalités qui prévoient les 10 ou 15 ans qui viennent, d'émergence et de surgissement de la lutte de classe, on a franchi un cap. L'appareil médiatique du crétinisme sondagier est en train de vaciller. On est donc entré dans une nouvelle époque. Mais comme on n'est pas des narcisses fous, on n'a pas l'impatience pathologique de notre ego. On s'inscrit dans la longue durée. On n'est pas là à dire quand est-ce que ça va péter, quand est-ce que ça va péter. Le ça va péter, c'est une longue durée processuelle. Mais l'élection de Trump, le Brexit, Fillon, ça montre qu'on est entré dans le temps des renversements. Alors on est d'abord dans des temps de renversement interne à l'idéologie aliénatoire du fétichisme. Et ces renversements internes à l'illusion du fétichisme vont progressivement se transmuter en renversements de radicalité qui vont ouvrir le chemin de la lutte de classe. Mais l'élection de Fillon est un des premiers signes que tout le système infrastructurel de reproduction idéologique de la marchandise est en train effectivement de positionner sa sénescence. Voilà. Okay. J'ai encore une question possible si vous voulez, et puis après je m'évapore. Eh ben... Oui, un souci aussi. Vas-y. Je vais aller, mais moi justement, avec cette élection de Fillon, je suis en train de me dire que le capital, pour faire bref, le capital nous prépare à la Troisième Guerre mondiale, le choc des civilisations. Mais le capital ne peut pas nous préparer la Troisième Guerre mondiale. Alors là, il faudrait des heures et des heures. La Troisième Guerre mondiale,
ça ne peut être, du point de vue du développement des forces productives, que la destruction de l'Europe par l'Amérique. Ouais. Les guerres mondiales n'ont pas lieu pour des intérêts géostratégiques étroits. Il n'y a pas eu de guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis pour Cuba, il n'y en a pas eu pour le Vietnam, et pourtant les bombardiers américains saturaient d'agents verts et de bombes au phosphore le Vietnam tous les jours. Il n'y a pas de conflit. Relisez ou lisez les textes que j'ai produits dans les commentaires sur la phase terminale. J'explique très bien qu'il n'y a jamais eu de conflit entre les États-Unis et la Russie. Il n'y en a jamais eu. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont eu lieu pour d'autres raisons, et le conflit essentiel, c'était l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a aucun conflit technologique de haute intensité autour de la baisse du taux de profit entre la Russie et les États-Unis. La Russie, qui a hérité d'un capitalisme d'État archaïque, est un continent capitalistiquement totalement sous-développé. C'est absolument pas un concurrent de l'ordre américain. L'ordre américain n'a qu'un concurrent, c'est l'Europe. Et les campagnes qui sont régulièrement montées contre Poutine n'ont pas pour objet la Russie de Poutine, mais ont pour objet l'Europe, qu'il s'agit d'isoler de la Russie de Poutine pour empêcher que la Russie archaïque soit modernisée par le capitalisme européen. La crise ukrainienne, la crise syrienne, avec les blocus et les embargos, c'est empêcher les Européens vassalisés par Washington d'aller investir dans la Russie archaïque pour la moderniser et en faire une arrière-cour. Ce qui fait peur à l'Amérique, c'est une Europe qui développerait l'archaïsme de la Russie et qui ferait un vaste continent euro-asiatique sous domination de Paris et de Berlin. Donc ça, pour le moment, c'est pas possible. Donc il n'y aura pas de guerre à ce niveau-là. On aura par contre des manipulations monétaires et on aura des manipulations terroristes. Il faut bien comprendre que la guerre, comme guerre mondiale, c'est le résultat de la crise du capital pour repartager les marchés entre puissances dominantes. La Première Guerre mondiale, les puissances dominantes, c'était l'Angleterre, l'Allemagne, la France. La Deuxième Guerre mondiale, les puissances dominantes, c'était l'Angleterre, l'Allemagne, la France. Et l'Amérique est rentrée dans la course pour s'emparer des débris de l'Europe. Mais il n'y a aucun conflit entre la Russie et l'Amérique. Donc, tous ceux qui imaginent un conflit à partir de cette base-là sont à des années-lumière des analyses de Marx et de Hegel sur ce qu'est la radicalité géostratégique des conflits technologiques. Il n'y a jamais eu de conflit technologique entre la Russie et l'Amérique. Il n'y aura donc jamais de conflit militaire entre la Russie et l'Amérique, si ce n'est éventuellement des tout petits conflits périphériques, comme on a pu les rencontrer en Géorgie, mais qui n'ont aucune incidence au niveau mondial. L'objectif des États-Unis pour garder sa prépondérance, pour garder leur prépondérance, c'est de liquider d'une manière ou d'une autre l'ennemi européen. Ils n'ont pas d'autre ennemi. L'Europe est la première production mondiale de haute technologie qui peut faire vaciller le dominium, l'impérium américain. Il n'y a pas d'autre litige. Donc il faut toujours en revenir au capital, il faut toujours en revenir au Grundrisse. Le conflit, c'est Amérique et Europe. Donc, le conflit de guerre des civilisations, il n'y a pas de conflit de guerre des civilisations. Il y a un islam politique qui a été financé pendant des décennies par le MI5 et par le MI6, et qui aujourd'hui est financé par la CIA et par la NSA. L'islam, au niveau stratégique mondial, n'existe pas. C'est une construction américaine. Alors je mets de côté le phénomène Hezbollah ou le phénomène iranien sur une certaine base qui, là, dans un cadre géopolitique limité, marque une résistance nationale d'un type particulier. Mais le terrorisme islamique, comme expression d'une guerre des civilisations, c'est une production américaine 100% CIA. Donc il n'y a pas de guerre de civilisation. La seule guerre de civilisation, oui, c'est toujours détruire l'Europe. Détruire l'Europe, c'est tout. Voilà. Bon, bah très bien.
Merci beaucoup. Donc, Ouais, par merci. contre, ce que je vous demande la prochaine fois, si on doit se retrouver sur un texte de Marx ou sur un texte de Hegel, c'est que vous réunissiez avant pour homogénéiser les sources. C'est-à-dire que, comme il y a 10 ou 12 éditeurs, ou il y a 4 ou 5 sites, vous vous mettez d'accord pour avoir tous ensemble les mêmes références, vous me les donnez au préalable pour qu'on ait le même truc, parce que s'il y en a un qui est sur Garnier-Flammarion, l'un sur Folio Essai, l'autre sur Archive 1, on ne peut pas retrouver le passage et on gagne l'air. Ouais. On fera ça mieux la prochaine fois. Ouais. Ouais. Bah, autrement dit, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, et au chocolatier et à la femme invisible. Et puis, à bientôt et vive la vie. Ouais, Bonne journée merci. à Vive la vie. avec Bientôt. Gaël. Au revoir, Francis. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir.